Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion en compagnie de Philippe Poutou au NPA. Tout de suite. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. C'est le grand forum Fréquence Évasion. Philippe Poutou, vous représentez le NPA. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quel a été votre parcours avant d'arriver au NPA ? Alors mon parcours, ça fait longtemps que je suis militant politique parce que j'ai connu lutte ouvrière vers 18 ans, dans ces eaux-là, et j'ai sympathisé d'abord, puis devenu militant, je suis plus trop en quelle année exactement, enfin bon, c'est un parcours qui est évolutif, et puis voilà, depuis donc cet âge-là, soit je fréquente, soit je milite dans les rangs de l'extrême gauche, et puis donc lutte ouvrière, ça a été jusqu'en 97, je ne me rappelle plus exactement, et ensuite, parce que là ça se passe pas très bien, il y a un petit désaccord au sein de l'organisation qui finit mal puisqu'on est exclu, et on rejoint pratiquement dans la foulée les camarades de la LCR sur Bordeaux, tout ça se passe sur Bordeaux. Et ensuite, il y a le processus de fondation du NPA, et puis donc évidemment je fais partie des fondateurs du NPA, et puis voilà quoi. Alors le NPA est un parti anticapitalisme, un grand nombre de Français, notamment chez nous à la rédaction, nous disent qu'ils en ont vraiment ras-le-bol du capitalisme et du monde de la finance. Comment expliquez-vous que les partis qui œuvrent pour les plus faibles soient un peu à la traîne dans les sondages ? Ben oui, ça apparaît comme un paradoxe. Mais pas tant que ça finalement, parce que on vit une crise qui est très dure, et je parle pas juste de la crise de l'année dernière avec l'envolée ou l'explosion de la dette, mais là, on va dire depuis une trentaine d'années grosso modo, avec les plans de licenciement et les démantèlements des services publics. Bon, ça fait quand même des années qu'on voit ça, puis à travers ce processus-là, c'est une perte du niveau de vie pour des millions de gens, et aujourd'hui c'est vrai que ça atteint des niveaux dramatiques pour les gens qui n'arrivent plus à se loger, qui n'arrivent plus à se soigner, même au niveau de l'éducation, enfin tout ce qui est fondamental dans la vie n'est plus à démontrer de millions de gens. Donc voilà, c'est ce contexte-là qui à mon avis explique une démoralisation ambiante, un genre de résignation, c'est-à-dire ce sentiment d'impuissance comme quoi on peut rien faire, il y a un genre de rouleau compresseur qui écrase tout le monde, enfin en tout cas la majorité de la population et de plus en plus quoi. Et ce qui manque aujourd'hui de ce côté-là, du côté des plus pauvres, du côté des opprimés, de notre côté, ce qui manque c'est ce sentiment qu'on peut y faire face, qu'on peut gagner, qu'on peut relever la tête et changer les choses, et justement globalement on n'a pas ce sentiment-là, et c'est le paradoxe quoi, entre une crise brutale qui fait du dégât énorme, et puis en plus avec des profits faramineux du côté des plus riches, des fortunes qui augmentent, on le voit dans les différents classements qui sont faits annuellement, et puis voilà, puis de l'autre côté la pauvreté, la précarité, des jeunes qui n'arrivent plus à trouver du boulot, tout ça, c'est ce mélange-là qui fait que on n'arrive pas à faire qu'il y ait une mobilisation générale de tous ces gens-là pour changer les choses, et je crois que c'est ce qui nous manque, c'est un peu cet espoir-là et la confiance en nous-mêmes. On nous dit tous les jours, il y a beaucoup de désespérance. Oui, c'est du désespoir, et après il y a tout qui se mélange, parce que la colère existe, la révolte existe, l'écœurement, il y a un peu tout ça qui se mélange, et à côté de ça, il y a aussi à travers la crise la précarisation de beaucoup de gens, mais ce qui se passe c'est aussi la destruction d'un réseau social, de solidarité, d'un tissu militant, parce que voilà, on s'aperçoit que toutes les organisations militantes payent cher aussi la situation, parce qu'on peut parler des partis d'extrême gauche en politique, mais les syndicats aussi n'ont plus la même force qu'avant pour réagir. Enfin, on voit les journées d'action l'année dernière, où on se retrouve
trouve largement en deçà de ce qu'il faudrait au niveau du nombre dans les manifestations. Et après, même au niveau associatif, il y a beaucoup d'associations comme plus la force qu'elles avaient avant. Donc globalement, voilà, il manque des forces militantes derrière ça, mais c'est tout simplement l'espoir de pouvoir changer les choses. Donc ouais, je crois que malheureusement, la situation chez nous, enfin du côté en tout cas de ceux qui trinquent, eh bien, il y a ce manque-là, enfin, ouais, d'espoir et de ce sentiment finalement d'avoir la force de pouvoir intervenir et de pouvoir faire changer les choses. Alors aujourd'hui, Philippe Poutou, quels sont les principaux axes de votre campagne? Quel est le programme que vous proposez? Alors le contexte, on le voit surtout ces derniers mois, c'est cette propagande permanente pour nous faire accepter finalement l'austérité qu'ils sont en train de mettre en place, même si on va dire l'austérité c'est pas la nouveauté, parce que ça fait quand même des années que finalement on vit des plans de rigueur, même si ça s'est jamais vraiment appelé comme ça. Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même tout un discours quasi permanent, que ce soit dans les médias, mais même dans les entreprises, enfin partout où on se retrouve, où on veut nous faire plier encore une fois et puis nous faire passer la pilule des futures attaques. Et là on le voit avec la TVA sociale ou avec l'assouplissement du chômage partiel, enfin toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui, en nous faisant croire qu'il n'y a pas d'autre solution et qu'il faut accepter ça et qu'après ça ira mieux. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est le fond de nos propositions et du programme qu'on défend, c'est qu'il n'y a pas que l'austérité comme avenir, mais seulement ça voudra dire qu'on s'y oppose et ça voudra dire que ça reposera sur des luttes sociales. Et nous, donc les mesures qu'on dit, c'est que aujourd'hui, il faut faire une politique complètement à l'envers et il faut mener réellement une politique de rupture, une politique anticapitaliste, c'est-à-dire que maintenant, il est hors de question de payer la crise pour les plus pauvres, pour l'ensemble de la population. C'est aux riches de payer leur crise, c'est aux capitalistes de la payer, et ça veut dire qu'il faut des solutions politiques et économiques qui aillent chercher l'argent où il est pour pouvoir financer les mesures sociales d'urgence qui sont nécessaires aujourd'hui. Et par exemple, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut augmenter les salaires immédiatement de 300 € pour tous, avec un SMIC à 1600 € net qu'il faut le mettre dès maintenant, et puis l'arrêt des suppressions d'emplois, que ce soit les licenciements dans le privé ou les suppressions d'emplois dans le public. Et alors on va nous dire tout ça, ça coûte cher, mais justement nous on dit ça coûte cher, mais cet argent-là, il existe, c'est dans la caisse des grosses entreprises capitalistes, et c'est pour ça que à partir du moment où les moyens existent, c'est tout ça qu'on a envie de dire. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que les solutions techniques, c'est d'une part l'annulation de la dette, et notamment les 48 milliards, parce que c'est ce que ça a coûté, 48 milliards d'euros pour l'année 2011, ce sont juste le paiement des intérêts de la dette pour la France. Et bien cet argent-là, plutôt que d'aller dans la poche des spéculateurs et des banquiers, il faut qu'il serve à répondre aux besoins sociaux. Et puis après, il y aurait toute une politique fiscale anticapitaliste, ne serait-ce que revenir sur les taux d'imposition des grosses fortunes et des sociétés qu'il y avait il y a 15-20 ans. Et donc à travers cette politique-là, on retrouverait les moyens pour financer tout ça. Et donc ça veut dire stopper les exonérations sociales, puisqu'on sait que ça représente à peu près 30 milliards d'euros sur les cotisations à la sécurité sociale du côté des entreprises, parce qu'elles ne payent plus aujourd'hui. Voilà, donc des solutions, il y en a, et ce qu'on voudrait dire, c'est ça, c'est qu'on nous sort tout un pipeau permanent pour nous faire croire que finalement, il y a un problème technique, on ne peut pas y arriver, il n'y a pas assez de richesses. Les richesses, elles existent, sauf qu'elles sont détournées. Mais après, c'est à la population d'aller les chercher et d'aller se battre pour ça, et c'est un peu la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à y croire, quoi. Donc ça serait le moyen pour sortir de cette crise, de cette spirale dont on n'en voit pas le bout. Ben oui, c'est rompre avec tout ça, parce que finalement, depuis ça fait ça dépend de l'âge qu'on a, mais ça fait quand même très longtemps qu'on nous entend dire qu'il faut accepter les licenciements parce que ça permettra les embauches de demain, qu'il faut accepter le gel des salaires parce que demain, comme ça, on pourra être un peu mieux payé. Ça fait longtemps qu'on nous dit il y a un moment difficile à passer, vous verrez, demain ça ira mieux. Et finalement, quand les années passent, on s'aperçoit que c'est exactement le même discours. Et là aujourd'hui, rien que l'exemple de la TVA sociale, c'est exactement la même recette qui est faite depuis donc 30 ans. À peu près, c'était encore une fois, on permet aux entreprises d'avoir des exonérations de cotisations sociales ou des cadeaux fiscaux. Alors là, ça s'appelle la TVA sociale ce coup-ci, mais voilà, donc on multiplie ce genre et forcément la réponse, ça sera pas, il n'y aura pas d'embauche, la vie n'ira pas mieux pour les gens, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les patrons accumuleront encore plus de profits, et puis les actionnaires se redistribueront les dividendes. C'est là où il n'y a pas de
il n'y a pas de mystère. Donc c'est comment on peut rompre cette logique-là et comment on peut arriver à se sortir de cette spirale. Et là, on parle de la France, mais la planète entière, elle vit exactement la même crise économique. Voilà, mais c'est un peu le problème qu'on a, nous, c'est redonner l'espoir aux gens et qu'on comprenne tous ensemble qu'on représente réellement une force. Mais ça veut dire, évidemment, stopper tout ça et avoir la force d'imposer une autre politique qui soit au service de la majorité de la population. Alors il y a quelque temps, nous recevions à ce micro Nathalie Arthaud du mouvement Lutte ouvrière et elle nous disait que les changements viendraient uniquement des Français, qu'il fallait se réapproprier le pouvoir. Qu'en pensez-vous ? Oui, le changement viendrait, je sais. Moi, je pense que le réel changement viendra des luttes sociales et du fait que la population, les habitants, les salariés dans une entreprise prennent leurs affaires en main, leur lutte en main, et qu'à un moment donné, on arrive à mettre en place des pouvoirs, un pouvoir décisionnel du côté de la population. Et ça suppose qu'on s'organise, ça suppose qu'il y a un rapport de force qui soit complètement différent. Ouais, moi, je pense aussi que ça, c'est fondamental. Et qu'après, là, par exemple, en ce qui concerne les élections présidentielles, parmi on va parler des deux favoris, malheureusement, même si on a vraiment envie d'en gicler un, malheureusement, la solution de rechange, elle semble pas du tout répondre à l'urgence sociale. Et donc après, il faut compter sur nos propres forces et il faut espérer, un peu comme ça s'est passé dans les pays du monde arabe, ou en Grèce ou en Espagne, même si on est encore loin d'avoir changé la donne complètement, enfin en tout cas on le voit bien que la situation n'est pas si simple que ça dans ces pays-là, mais n'empêche que l'intervention sur la scène politique des populations, de la jeunesse qui se révolte, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, qu'enfin en tout cas les dictatures peuvent chuter, et puis ça peut influencer les politiques. Donc partout, nous ce qu'on espère c'est qu'il y ait à un moment donné ou à un autre une population qui s'organise et qui défende ses propres intérêts. Donc vous êtes favorable à la démocratie directe ? Oui, ce qui est revendiqué d'ailleurs par le mouvement des indignés. Mais c'est des structures de démocratie directe qu'il faudrait arriver à mettre en place à tous les niveaux de la société. Et au sein d'une commune, au sein d'un département, d'une région, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et il faudrait arriver à ce que se mettent en place ces structures-là, mais ça reposerait évidemment sur une prise de conscience, sur une volonté largement partagée du côté de la population de s'occuper de ça, de discuter, de voir comment on peut faire des choix, de répondre à des urgences sociales, comment on fait, quelles sont les priorités. Ça suppose de mettre en place tout ça et qu'il y ait une envie de le faire. Mais ça veut dire qu'on se heurte au pouvoir actuel, au pouvoir politique. Il y a un pouvoir économique, possédant, ceux qui possèdent les usines, parce qu'aujourd'hui, le système économique, il est régi par des critères, le critère principal, c'est quoi? C'est la rentabilité et le profit. Tout à fait. Et donc, pour répondre aux intérêts privés de la poignée qui dirige la société et l'économie, que tout est orienté. Donc il faudrait évidemment aller à l'envers de ça, mais ça suppose une confrontation directe avec le pouvoir. Alors nous parlons souvent des indignés à ce micro. Comment expliquez-vous que ce mouvement n'arrive pas vraiment à se mettre en route, contrairement à nos voisins espagnols? Là franchement, je n'ai pas d'explication. On peut avoir plusieurs hypothèses, on peut essayer chercher à comprendre, parce que chaque pays a sa propre histoire, mais surtout chaque pays a une structuration militante, on va dire, que ce soit associative, syndicale, politique. Et peut-être que la réponse elle est là-dedans, quoi. Parce que c'est vrai que le mouvement des indignés en Espagne, enfin en tout cas la jeunesse en Espagne est beaucoup plus mobilisée qu'en France. Alors ou en Grèce, on a vu, même aujourd'hui aux États-Unis, où il y a quand même une 60 à 70 villes où il y a eu des choix de mobilisation de la part des indignés. Donc après, pourquoi la France, qui est le pays réputé justement en plus pour être archi-politique et puis qui a toujours connu qui a jamais été trop en retard sur la question des luttes sociales, pourquoi aujourd'hui on est en retard? C'est difficile à dire. Moi je pense qu'il y a la crise qui frappe beaucoup plus durement l'Espagne et la Grèce. Ça peut expliquer en partie le niveau de la révolte, mais ça suffit pas, parce que c'est pas parce que la population est encore plus opprimée qu'il y a forcément une révolte. Il n'y a pas d'automatisme de ce côté-là. Bon, mais ça peut être quand même un début d'explication. Puis après, je pense qu'en Espagne, les structures syndicales sont beaucoup moins développées, moins puissantes qu'en France. Et puis au niveau associatif, ça je sais pas, mais peut-être qu'en France il y a plus d'associations qu'en Espagne, et peut-être qu'aujourd'hui la jeunesse, elle étant orpheline un peu de plein de choses en Espagne, elle se retrouve plus facilement un peu toute seule, et puis à se retrouver sur les places pour se battre.
Mais voilà, c'est des hypothèses, mais après je pense que c'est difficile d'analyser réellement tout ça, quoi. Alors là, c'est la réflexion de certains auditeurs. On nous téléphone régulièrement et on nous dit vous êtes au moins 3 ou 4 partis qui allaient visiblement dans la même direction, par exemple le PC, Lutte ouvrière, le parti de Mélenchon. Est-ce utopique de penser qu'un jour tous vous pourriez former un parti fort et travailler ensemble, car aujourd'hui il y a vraiment urgence? Entièrement d'accord sur l'urgence de travailler ensemble et de se regrouper, ça c'est sûr, et aujourd'hui le fait est qu'on n'est pas capable de le faire et on peut le regretter. Après il y a des différenciations. Moi je fais la différence entre par exemple nous et Lutte ouvrière, où là on pourrait pratiquement se dire que c'est quelque part une aberration qu'on soit pas ensemble. Ouais. Y compris dans les élections, que ce grosso modo on est quand même capable de dire pas mal de choses, même s'il y a des divergences politiques. Mais là, moi j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y aurait les moyens de faire des choses ensemble, y compris donc au travers d'une candidature présidentielle. Et je pense que ça relève d'un passé et on n'arrive pas à se dépêtrer de trucs à la con, et on le paye aujourd'hui et ça nous affaiblit, ça c'est une certitude. Maintenant, par rapport au PC et au PG et donc au Front de gauche, il y a un problème politique qui est plus important. C'est vrai qu'au quotidien dans les entreprises, là où on bosse, là où on vit, on fréquente des militants du parti de gauche ou du parti communiste, et de ce côté-là on se retrouve dans plein de luttes, dans plein de manifs, dans des collectifs et tout ça. Mais après il y a des directions politiques dans ces partis-là qui sont quand même pas mal liées à des milieux notables. Il y a une habitude de politique de professionnels, les députés, et à travers tous ces trucs-là, il y a quand même quelque part dans ces partis-là une intégration au pouvoir politique global. Et puis aujourd'hui, on le voit, il y a jamais une idée qui va à l'encontre des intérêts des capitalistes. L'histoire du quotient familial, c'est très très révélateur. C'est toucher au nom de la justice sociale, c'est toucher à quelque chose qui effectivement profitait peut-être un peu plus aux familles ou aux foyers un peu moins pauvres, et donc il y avait quelque part une inégalité. Mais quand on est parti socialiste et qu'on veut s'attaquer à l'inégalité sociale, on pense quand même, on devrait d'abord penser au profit des capitalistes, à ceux qui ont du pognon mais qui en ont largement trop et qui savent pas quoi en faire, plutôt que de s'attaquer à ce qu'on va appeler les classes moyennes. Et voilà, donc je pense que, et avec le Front de gauche, on a ce désaccord-là, c'est que on voit aucune possibilité de mener une politique en faveur des opprimés avec le Parti socialiste. Et là, l'unité, donc, elle est compliquée. Par contre, elle est compliquée par rapport à une campagne présidentielle, parce qu'on n'a pas la même perspective et donc on n'a pas forcément envie d'être au gouvernement avec eux. Mais par contre, dans les combats tous les jours, et aujourd'hui par exemple l'actualité c'est être en capacité de se battre contre la TVA sociale, là il faut absolument qu'on arrive à faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que ce serait bien qu'on puisse se réunir, discuter, préparer des manifestations et tout faire pour que le gouvernement ne mette pas en place cette TVA sociale. Et là je pense qu'on a les moyens, et si on n'y arrive pas, c'est que quelque part on est trop con pour ça, quoi. Donc je pense qu'il y a un souci, il y a une urgence, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour se battre ensemble. On marque une pause dans ce grand forum, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Philippe Poutou du NPA. Alors les auditeurs nous disent ne pas avoir le choix. Par exemple, Catherine de Toulouse fait la réflexion suivante. L'UMPS Front National est un trio infernal qui monopolise les médias. Que répondez-vous à cette auditrice de Toulouse, Catherine ? Non mais c'est vrai, enfin, de toute façon, c'est là où c'est très révélateur, c'est ne serait-ce que les sondages, et quand on fait le total des voix des voix de droite, et puis y compris évidemment du Front National, c'est une majorité, et puis du coup dans les médias, c'est vrai que on a l'impression que la vie politique est complètement occupée par ces partis-là, et puis derrière ce sont des idées profondément réactionnaires, parce que il y a le Front National qui est évidemment l'ennemi, on va dire, enfin pour nous en tout cas, qui est un ennemi, mais même pour l'ensemble des courants de gauche, qui est l'ennemi mortel.
mais on s'aperçoit que les idées du Front National sont quand même bien défendues par l'UMP, tout l'aspect raciste, anti-immigré, tout ce qui peut diviser les opprimés, tout ce qui peut jeter les uns contre les autres, enfin affaiblir finalement le camp des opprimés. On s'aperçoit que ces partis-là, ils n'hésitent pas, et c'est profondément dangereux pour nous. Et après, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est comment on peut inverser le cours des choses, comment on peut créer un genre d'aspiration dans l'autre sens, c'est-à-dire avec des idées progressistes, des idées antiracistes, d'avant-garde, quoi. C'est ça qui nous manque, c'est comment on peut inverser ça et comment on peut recréer un genre de dynamique de l'autre côté. Et ça, on sait que c'est compliqué par toute la médiatisation de ces courants-là. Dès que on dit une saloperie ou en fait une, c'est largement médiatisé évidemment. Marine Le Pen, elle est quand même largement médiatisée, même si elle est critiquée. Voilà, ouais, c'est ça, c'est notre camp à nous. On est en déficit de représentativité, et puis globalement, de toute façon, des idées modernes, les idées d'avant-garde, malheureusement, elles sont peu défendues, peu mises en avant, quoi. Donc ça se paye aussi au jour le jour, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que les médias soient totalement indépendants, libres? Est-ce que ça fait partie de votre programme? Ben ouais, c'est comme tout. Nous on discute souvent que dans le programme, quand j'ai pas tout détaillé du programme, mais par exemple le système bancaire, nous on défend l'idée d'un système bancaire public et sous contrôle des usagers et de la population, et un monopole public du système bancaire, mais à tous les niveaux. Si on veut réellement une démocratie ou en tout cas un pouvoir indépendant ou des structures indépendantes, ça veut dire qu'il faut que ce soit sous le contrôle de la population. Donc ça veut dire qu'il faut détacher les structures des intérêts capitalistes ou d'un pouvoir politique quelconque. Et la question des médias, ça paraît évident aussi qu'il faudrait un véritable service public des médias qui puisse imposer une véritable démocratie, des points de vue, mais pas que, parce qu'après il y aurait tout l'aspect culturel. C'est comment on peut faire en sorte que la télévision, que la presse écrite, que Internet soit réellement des outils qui permettent la libre expression politique, culturelle, qui est toute une dynamique des idées, y compris même scientifique, parce qu'on s'aperçoit que la science, par exemple, est très peu présente dans tout ça. Et ça veut dire un véritable service public, et ça veut dire que derrière, il y ait ou des associations, ou des usagers, ou des gens de la population qui sont organisés de manière à ce qu'on puisse contrôler et puis s'assurer que ce soit véritablement des outils au service de la population et qui reflètent la vie réelle des gens, qui se préoccupent de tout le monde, quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Tout à fait. Philippe Poutou, on aurait 1000 questions à vous poser. Vous reviendrez quand vous voudrez à ce micro. Vous allez nous donner l'adresse de votre site internet. L'adresse du site internet, c'est npa2009.org. Ouais. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur ce site? Il y a le programme, tous les documents de campagne en fait, ce qu'on fait, les 4 pages, les tracts hebdomadaires. On a des 8 pages sur la question écologique et le nucléaire. On a pas mal de documents qui sont faits par des camarades parce qu'on a plusieurs commissions NPA, et des camarades qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine. Et il y a par exemple l'histoire des quartiers populaires, de l'immigration, il y a la question écologique, et donc on trouve ces documents-là où on détaille, où on a le loisir de détailler beaucoup plus les idées qu'on défend et puis les propositions qu'on va soutenir pendant la campagne. Et après il y a des vidéos, on fait pas mal de petites choses qui nous permettent de défendre toutes nos idées. Avant de nous séparer, un mot sur le nucléaire. Est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables? Oui, on est pour les énergies renouvelables. On est donc pour la sortie du nucléaire en 10 ans. Nous on dit que c'est possible. Enfin, on s'appuie évidemment sur pas mal d'études, et notamment celles des associations écologiques, sortir du nucléaire. Avec qui on fait des émissions régulièrement. Donc nous on défend, on reprend tout ça et on archive pour sortir du nucléaire dans les 10 ans. Mais c'est vrai qu'après nous ce qu'on dit, c'est que ça suffit pas de dire ça. Il y a la question du nucléaire qu'il faut arriver donc à stopper. Et puis après, à côté de ça, il faut développer évidemment les énergies renouvelables pour pouvoir contrer les énergies fossiles, parce qu'il y a le danger, il y a un danger immédiat qui nous apparaît énorme, c'est celui du nucléaire. On l'a vu avec Fukushima. Donc il faut arriver à sortir de ça. Puis la question des déchets, il y a tout un truc qu'il faut carrer l'avenir de l'humanité. Si on n'arrive pas à faire le ménage là-dessus, ça va compromettre beaucoup l'avenir de l'humanité et de la planète. Mais après, on sait aussi qu'il y a cette histoire de gaz à effet
effet de serre. Il y a cette histoire donc des énergies fossiles qui sont très dangereuses aussi au fil des années et qui a intérêt à réagir de suite. Donc ces deux dangers-là, il faut qu'on arrive à s'en sortir et ça ne peut que passer par un développement massif des énergies renouvelables. Ça veut dire un plan d'investissement énorme. Ça veut dire dès maintenant, il faudrait faire des plans annuels pour développer les éoliennes essentiellement, mais après il y a les panneaux solaires, il y a ou l'énergie marémotrice, enfin, il y a tout ça, mais ça c'est sûr qu'il faut développer. Mais ce qu'on dit aussi en plus, c'est que ça passera aussi par des économies d'énergie, dans le sens où il y a un gaspillage énorme de l'énergie, et on pense notamment au chauffage électrique. Et ça voudrait dire un programme d'isolation des logements, puisque beaucoup de gens, et on le sait, moins on est riche, plus on est pauvre et plus on a des logements qui sont mal isolés, et donc on consomme encore plus d'argent pour se chauffer, et il faut absolument donc isoler tous ces logements-là, et ça veut dire une politique qu'il faut, enfin un gros investissement pour le faire. Et après il y a la question des transports. Il y a un gaspillage d'énergie énorme dans les transports, le tout bagnole il faut arrêter, le tout camion il faut arrêter. Donc voilà, ça voudrait dire que globalement en fait c'est toute une politique de l'énergie qui sera en rupture avec la logique de rentabilité, donc la logique capitaliste, et ça pose le problème d'un véritable service public de l'énergie où on pourrait mettre en place tout ça, combattre le nucléaire, les gaz à effet de serre, développer le transport public gratuit pour tous et isoler les logements, enfin voilà, et développer les énergies renouvelables. Je crois qu'avec tout ça, on arriverait finalement à améliorer la situation et à répondre aux besoins sociaux des gens. Est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? De voter NPA. C'est un peu basique comme truc, mais efficace. Ça se dit pas évidemment, mais c'est que voilà, il ne faudra pas rater les occasions de se battre dans les semaines qui viennent, et j'espère bien qu'il y aura à un moment donné une riposte sociale à l'image de ce qui se passe en Grèce ou dans les pays du monde arabe, quoi. On a envie de se retrouver dans des manifs à très nombreux, et puis arriver à imposer une politique au service des populations. Merci d'avoir participé, Philippe Poutou, à cette émission, et bon courage pour la suite. Eh bien merci, au revoir. À très bientôt pour un autre grand forum. Fréquence Évasion.